Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique comme tous les lundis soirs avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est publié chez Redium. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Nous sommes également avec Guillaume Bigot. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plomb. Une trahison ou un front républicain indispensable. Rarement une annonce d'alliance à quelques mois du premier tour des élections régionales aura fait autant parler. Renaud Muselier qui tend les bras à la République en marche, ou du moins à ses membres, pas les ministres et pas les parlementaires, c'est ce qu'il a annoncé d'ailleurs aujourd'hui, on y reviendra. Est-ce que cette alliance peut marcher? Est-ce que c'était le seul moyen, comme le laissait entendre notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, pour Renaud Muselier de conserver sa région face au Rassemblement national, ou est-ce qu'au contraire il vient de condamner toute chance de réélection pour lui-même? Guillaume Bigot. Alors, votre question, Jean-Marie, comme toujours, est très fine et très précise. C'est-à-dire que là, vous posez la question pour le renouvellement de Renaud Muselier à la tête de la région. Et donc, l'éventuel succès de cette liste fusionnée, disons mélangée. Mais il faut, je pense, distinguer cette question d'une autre question que vous n'avez pas posée, mais je pose à votre place, c'est-à-dire de savoir quel effet ça va avoir sur LR. Ah ben ça, on va en parler. Parce que le scrutin lui-même, est-ce qu'il a maximisé ses chances d'y arriver? Je pense que oui. Est-ce qu'il va y arriver? Personne ne peut le savoir puisque l'avenir n'est pas écrit. En revanche, il y a fort à parier. Enfin, la question qui est posée finalement, si on la décortique, c'est de savoir s'il va perdre davantage de gens qui auraient voté pour la liste LR et qui vont être dégoûtés ou dépités par cette fusion et vont partir ailleurs, donc ailleurs sans doute du côté du Rassemblement national, exactement, ou si il ne va pas en perdre trop et qu'il va surtout davantage en gagner avec les gens qui auraient voté LR. Alors on s'appuie sur quoi? Sur un sondage qui est probablement assez fragile, mais finalement il a tenté un va-tout, en tout cas c'était mal parti. Maintenant, si on se place du point de vue de LR, on peut dire qu'il vaut mieux une défaite dans l'honneur, Cameron, qu'une défaite dans le déshonneur. Parce que et pour vous, c'est le déshonneur, cette alliance? Du point de vue de LR, si on se place sous cette étiquette-là, oui, bien sûr. C'est ce que dit Éric Ciotti, c'est ce que dit Christian Jacob, le patron du parti aussi. C'est comme ça, en tout cas, que l'état-major du parti le vit. Il doit y avoir un comité stratégique demain, d'ailleurs, une réunion chez les Républicains qui décidera s'il y aura une autre liste. Parce qu'en fait, on peut dire que certaines défaites sont un investissement pour l'avenir. Pourquoi pas? Nicolas Corato. Je vais essayer de répondre moi à votre question parce qu'il faut au moins qu'un des deux s'y attache. Il a dit qu'il ne le savait pas, mais que Renaud Muselier avait probablement maximisé ses chances. Il vient de se démasquer. Non, je pense que oui, c'est plutôt une bonne dynamique. En tout cas, une élection, c'est quand même une dynamique. Et je dirais que Renaud Muselier rassemble son camp. Pourquoi? Parce que toute cette affaire, c'est une affaire de droite. Moi, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux à ce que un républicain s'allie avec un membre de la République en marche. Écoutez, regardons leur politique au niveau national. Je parle pas au niveau régional parce que la République en marche n'a pas d'exécutif de région, mais regardons ce que fait la République en marche au niveau national depuis 4 ans. Je vois pas le problème ontologique politiquement de s'allier avec eux quand on est républicain. Il y a eu 2 ou 3 mesures quand même qui auraient pu choquer une partie de l'électorat des Républicains, la procréation médicalement assistée, par exemple, ce genre de choses. Mais si on enlève cette partie sociétale qui n'est pas des compétences de la région. Non, c'est vrai. Sur le reste, politiquement, économiquement, socialement, y compris sur le régalien. Regardons les dernières lois que propose le gouvernement. Je pense qu'il y a de tout pour faire un monde et qu'on est bien dans une logique d'alliance d'une certaine droite. Je ne dis pas de la droite, d'une certaine droite. Donc la droite d'En Marche. La droite d'En Marche, la droite des Républicaines, avec là-dessus quand même je pense un win-win, puisque pour Renaud Muselier, c'est une bonne opération qui lui permet d'espérer, et c'est la seule manière qu'il a de s'allier dès le premier tour, d'après les sondages, c'est la seule. De garder sa région. Et pour la République en marche, c'est une manière de notabiliser son parti qui manque cruellement de grandes figures locales. Donc racheter les notables des autres partis à défaut d'arriver d'en imposer soi-même. Et au final, pour faire la même politique, je veux dire, la République en marche n'a pas un programme régional très différent de celui des Républicains. C'est intéressant ce que vous dites justement, parce qu'un autre baron des Républicains dans cette région PACA, qui s'appelle Éric Ciotti, lui il est de Nice, c'est le patron du département local, avait un tout autre son de cloche il y a quelques jours avant même l'annonce de cette alliance. Lui, il disait ce qui différencie les Républicains du Rassemblement national, alors c'est pas les idées,
l'idée, c'est pas le discours, c'est pas le programme, non, c'est la capacité des Républicains à gouverner. Du coup, de qui les Républicains sont-ils le plus proches, Guillaume Bigot ? De la République en marche, des macronistes, ou alors du Rassemblement national et de Marine Le Pen ? Vous savez, quand... Ils sont coincés entre les deux, ça c'est clair. Mais... oui, la politique du nini devient de plus en plus intenable. Parce que j'ai répondu en fait à la question en me plaçant du point de vue de M. Muselier et de l'élection locale. Maintenant, du point de vue de LR, c'est une catastrophe. Dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que s'ils décident de punir M. Muselier et de faire une liste concurrente, bon, ça va être très mauvais pour eux. S'ils ne le font pas, et que ça fonctionne, que ça marche, c'est très mauvais pour eux. Même si ça ne marche pas, ils vont perdre quand même la région, ce serait très mauvais pour eux. Donc c'est une quinte flush à l'envers de ce truc. Ils viennent de perdre l'une de leurs principales régions, la région PACA, mais au-delà de ça, de qui sont-ils le plus proches ? S'ils n'arrivent pas... On va tâcher de répondre à cette question parce que c'est vraiment une question importante. Moi je pense que ce qui se passe dans PACA, effectivement, peut, même si c'est un département une région très à droite, c'est ça. Plus à droite que le reste du pays, il n'en reste pas moins que c'est peut-être l'avant-goût de ce qui peut se passer au plan national. Et peut-être si on regarde dans PACA, ce qui se passe à Nice depuis quelque temps, et peut-être encore plus, significatif, et de cette espèce de phénomène d'écartèlement et d'impossibilité du nini. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Ciotti, il explique qu'effectivement, il n'y a rien qui le distingue désormais du Rassemblement national, sauf la capacité la capacité à gouverner ou l'expérience du gouvernement. Et de l'autre côté, on avait son alter ego ou son jumeau maléfique, ou dans le sens qu'on veut, Christian Estrosi, le maire de Nice. Exactement, qui lui avait pris les devants et avait monté, disons, un groupuscule, on peut dire ça comme ça, un courant de LR compatible avec la République en marche. Donc on voit bien que, finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je reprends sur cette histoire des droites. Les droites de René Rime, vous savez, les fameuses trois droites, c'est-à-dire... orléaniste, bonapartiste et légitimiste. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, finalement, le Rassemblement national a fait une sorte d'OPA sur la partie bonapartiste. Il se passe que LREM, je suis assez d'accord, a fait l'OPA sur l'orléanisme. Donc on a une UDF qui s'appelle La République En Marche, et on a une espèce de RPR, en version un peu plus cheap, qui s'appelle le RN. Et donc qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Il n'y a plus grand-chose. Il resterait le légitimisme. Donc il ne manquerait plus que Marion Maréchal ou Éric Zemmour se portent candidats, et là il y aura un parti légitimiste, et donc il n'y aurait plus rien du tout, finalement, pour LR. Parce que sous la Ve République, et c'est ça la leçon, sous la Ve République, il y a deux choses. Soit, depuis 62, l'élection du président de la République au suffrage universel, soit vous avez une écurie à présidentiable, soit vous avez un présidentiable, un pur sang, un étalon dans votre écurie, et là vous pouvez avoir un parti même qui soit un peu mou du genou sur le plan des idées. C'est ce qui arrive à la République En Marche en tout cas, au moins sur le plan des élections locales et des Soit, deuxième solution, vous n'avez pas de présidentiable, mais vous avez au moins une cohérence, c'est-à-dire une colonne vertébrale idéologique. Là, c'est du nini, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de cohérence idéologique et ils n'ont plus de présidentiable. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui est plus membre du parti, ont déjà pris leur distance. Je précise d'ailleurs que Xavier Bertrand a condamné l'initiative de Renaud Muselier. Xavier Bertrand qui est candidat au régional à sa réélection dans la région des Hauts-de-France. C'était à peu près le même résultat d'ailleurs la dernière fois. Lui, c'est du ni. C'est-à-dire ni Macron, ni En Marche, ni LR. Ni LR, ni personne. Nicolas Corato. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, vous remarquerez que ça grince aussi chez les REM. Vous avez vu Hugues Rançon, notamment vice-président de l'Assemblée nationale, qui a fait une sortie en expliquant que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, qu'au premier tour, on rassemblait son camp, au second tour, on s'alliait. Bon. Ce qui m'amène à ma deuxième réflexion, on peut quand même donner quitus à Renaud Muselier, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'hommes politiques, d'annoncer la couleur dès le départ. C'est-à-dire plutôt que de préparer une alliance pour le second tour ou pour le troisième tour, puisqu'on sait qu'en matière de régional, il y a un troisième tour qui est le jour où tous ces conseillers régionaux se réunissent pour élire l'exécutif. Là, au moins, les choses sont claires d'avance. Peut-être qu'on lui reproche. Moi, je pense que les électeurs peuvent lui en savoir gré. Troisième point, c'est très intéressant de voir la pertinence de nos lois et l'efficacité qu'elles ont sur nos esprits, puisque je rappelle que depuis plusieurs années, on ne parle plus de région PACA, mais de région Sud. Mais c'est peut-être la seule conclusion qu'on doit tirer de ce soir, c'est que personne n'a retenu cette magnifique loi NOTRe. On peut dire que PACA n'est pas forcément le nom le plus beau à entendre. Voilà, on est passé d'un nom techno, mais voilà, ça s'appelle la région Sud. Non, et pour revenir sur l'histoire d'Éric Ciotti, moi je crois qu'il y a un concours de notabilisation qui fait beaucoup de mal aux Républicains, puisque effectivement LREM cherche à se notabiliser.
Champs-Élysées en allant voir les grands barons de la droite traditionnelle. Et je pense que le Rassemblement national va très vite emboîter le pas et est déjà en train de l'emboîter. Et la citation d'Éric Ciotti est très intéressante parce qu'Éric Ciotti, quand il dit « ce qui nous distingue à la limite, c'est notre capacité à nous de gouverner », c'est quasiment une offre de mission. C'est-à-dire de dire « je prends vos idées, je prends vos électeurs. » Une offre de mission au Rassemblement national. Et demain, prenez nos compétences, prenez nos cadres. Laissez-moi gouverner. Et vous verrez comment on va gouverner ce pays. Parce que ce qui est vrai, ce que disait Guillaume, ce qui est très vrai, c'est que LR ne sait plus depuis, on va dire depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ne sait plus se réinventer idéologiquement. C'est-à-dire que ce parti s'est perdu quelque part dans le triangle des Bermudes entre une certaine idée de l'Europe, une certaine idée de la France et une certaine idée des Français. Il ne sait plus où il en est. Et que depuis notamment, je pense, le grand sketch sur l'identité française, ce parti a perdu et son identité. Sur l'identité nationale sous Nicolas Sarkozy, et ça son remonte, âme. Oui, ça remonte, mais ça a fracturé considérablement ce parti. Je crois qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences entre le comportement d'un Renaud Muselier ou celui d'un Éric Ciotti. Une question pour vous, Guillaume Bigot. La droite a perdu les 2 dernières élections présidentielles. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Que la droite en perde une, ça pouvait arriver. 2, c'était déjà arrivé sous Mitterrand, pardonnez-moi, je me corrige. Mais elle a perdu aussi les 2 dernières législatives. Ça, c'était jamais arrivé pour le coup à la droite. Aujourd'hui, on se retrouve avec malgré tout un Premier ministre qui est issu de la droite, Jean Castex, un ministre tout-puissant de l'économie qui s'appelle Bruno Le Maire, issu de la droite. On voit des barons de la droite un peu commencer à faire alliance avec la République En Marche. Est-ce que finalement, abandonner la présidentielle, c'est pas la meilleure manière pour les élus de droite de rester aux manettes partout ? Écoutez, je ne sais pas si M. Macron est de droite, mais il est sûrement pas de gauche en tout cas. Et c'est François Mitterrand qui disait quand on est du centre, on n'est ni de gauche, en fait. Donc c'est quand même un centre droit, Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il n'a pas tellement de problèmes à gouverner avec les gens de LR. Ça nous entraînerait sur une autre ligne de fracture qu'on a l'habitude de survoler dans les vraies voies, c'est-à-dire la différence droite-gauche. Je préfère m'attarder ce soir parce que c'est un peu l'actu. En PACA, Sud, pardon, sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un parti politique depuis l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc j'insiste beaucoup parce que qu'est-ce que c'était que le Parti socialiste ? C'est pas la SFIO, le Parti socialiste. C'est une machine à gagner la présidentielle fabriquée par un homme totalement à droite, un grand bourgeois qui a jamais cessé de droite, qui a fait semblant d'être de gauche en faisant semblant d'adhérer aux idées marxistes, c'est-à-dire François Mitterrand. Et que lorsque la chrysalide a fabriqué le papillon, après la chrysalide, elle s'est rabougrie assez rapidement. Il n'y a plus tellement de cohérence. Qu'est-ce que c'est que l'UDF ? C'est une machine à gagner l'élection de la présidence de la République fabriquée par Valéry Giscard d'Estaing. Et d'ailleurs, qui n'a jamais marché dans ce cas-là, puisque l'UDF n'existait pas quand Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. C'est vrai, elle existait quand il a perdu. C'est vrai. Et donc, il y a un an de différence avec ce que fait Emmanuel Macron. Une machine au service d'un homme qui gagne la présidentielle ou qui est censé la gagner. C'est ça un parti pour vous. Mais exactement. Et donc, LR et LREM, ça va être quoi ? LR, c'est la République pour Emmanuel Macron, pour EM, quoi. Vous voyez, LR, EM. Vous voyez c'est un jeu de mots qui a commencé déjà à faire Flores, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la République En Marche, c'est vraiment une machine à gagner l'élection présidentielle fabriquée par Emmanuel Macron. Voilà. Donc ensuite, peut-être qu'on peut trouver des courants sous-jacents idéologiques et raccrocher ça à la gauche et à la droite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'abord cette fonction-là. Or là, LR, je répète, n'a plus de cohérence idéologique et n'a plus de présidentiable. Donc merci, au revoir. Ça devient un syndicat d'élus. Et donc un syndicat d'élus, c'est généralement un truc qui va rapidement être en faillite. S'ils ne proposent pas d'idée originale, c'est quoi leur légitimité ? Donc soit certains vont se ranger chez ORN, ou d'autres, ou alors il y a quelqu'un qui sort, ou alors il y a quelqu'un qui a une idée. Et qu'est-ce qu'il y a entre le Rassemblement national et entre la République En Marche ? Comment, par exemple, imaginons... faisons le portrait robot d'un parti de droite. On va voir si ce parti a encore une chance d'exister. On va commencer avec Nicolas et ensuite vous, Guillaume. Le portrait robot d'un parti de droite qui arriverait à exister, qui serait légitime entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous en avez 2, le Rassemblement national et la République En Marche. J'ai dit entre les deux. Ah non, mais ce sont déjà 2 partis de droite. Vous en voulez un 3e ? Oui, il a raison. Je veux dire, le 3e n'a pas d'existence, n'a pas de périmètre pour exister. Aujourd'hui, la droite est très largement majoritaire dans les urnes dans ce pays et l'extrême droite est majoritaire idéologiquement
idéologiquement. Donc, qu'est-ce que vous voulez réinventer? Un troisième parti de droite? Non, mais c'est pas l'extrême droite qui est majoritaire. Ce qui est majoritaire, c'est le gaulo-bonapartisme. Non, les idées de l'extrême droite, les idées réactionnaires, ensuite Guillaume. les idées réactionnaires, les idées de l'extrême droite, même si ça ne te fait pas plaisir, sont majoritaires dans ce pays. Je le regrette, tu devrais t'en réjouir. Vous parlez d'idées, vous les qualifiez de réactionnaires, d'extrême droite qui sont majoritaires dans le pays. Donnez-moi 3 exemples, par exemple, d'idées majoritaires qui seraient plus proches de Marine Le Pen que du reste du spectre politique. Écoutez, tout le laïus sur l'immigration, sur la préférence nationale, et je rajouterai toute une partie sur la haine du sociétal, c'est-à-dire la haine de l'écologie, la haine de la lutte contre les discriminations, la haine de la lutte contre les inégalités sociales. Voilà 3 idées qui me semblent être devenues malheureusement majoritaires dans ce pays. J'y rajouterai peut-être tous les délires réactionnaires autour de l'éducation, de nos enfants. C'était mieux avant. On a une nostalgie mortifère dans ce pays qui est devenue, je le pense et je le regrette, majoritaire et qui, je pense, va entraîner des conséquences politiques réelles. C'est-à-dire qu'en revanche, je ne le dénonce pas comme étant une mythologie ou une chimère qui n'aurait jamais d'existence concrète politiquement. Cette chimère va exister concrètement et risque d'exister concrètement en 2022. Donc oui, la droite aujourd'hui, c'est quoi? C'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Voilà. Donc quand on vous dit il n'y a pas d'avenir hors du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, il faut bien qu'on se dise tous que ce duel, c'est un duel entre gens de droite, avec une politique de droite, avec une politique sociale et économique de droite. C'est ça que ça veut dire. Alors oui, on sera servi sur l'islam, sur le communautarisme, sur la sécurité. Vous allez voir, on va avoir des grands discours. La question, c'est la fiscalité qui va payer, les patrons qui va les faire payer, le droit du travail qui va le faire avancer. Ça, ce discours-là et ce débat-là, vous n'y aurez pas droit. Et en revanche, vous prendrez tout de suite les conséquences. On a parlé d'une alliance entre la droite, la République En Marche face au Rassemblement National. On sentait qu'un seul être vous manquait dans ce débat, Nicolas Corato. C'était pour la gauche. Tiens, vous vous rappelez qui était le candidat de la gauche et de l'Union de la gauche au dernier régional dans cette région sud? Le précédent candidat, vous vous rappelez? Je me souviens pas. Christophe Castaner. Il avait été battu au premier tour. C'était un flashback. C'est vrai, mais c'était un si bon résultat et j'avais complètement oublié ce si bon candidat. Il s'était retiré, effectivement. Guillaume Bigot, Nicolas Corato, qui est en homme de gauche, qui s'assume, dit de toute façon Macron, Le Pen, Muselier, Mariani, bonnet blanc, blanc bonnet. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça. En revanche, je serais d'accord avec ce constat que les enjeux, disons, de partage des richesses, des enjeux sociaux, etc., vont être très effacés, vont être en pointillés lors de la prochaine présidentielle, ce qui est quand même assez paradoxal dans un univers où, par exemple, on avait parlé aussi à ce micro, les États-Unis se lancent dans un grand plan de relance, etc. Enfin bref, fermons la parenthèse. Mais les questions économiques, en tout cas, seront malgré dans le débat. Et d'ailleurs, même Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'euro, contrairement à la dernière présidentielle. Ça veut dire que même de ça, elle ne parlera pas. Du coup, ça nous amène à la présidentielle. On est bien français, en tout cas, sous la Ve République. On ne pense qu'à ça. Elle se gagnera sur quoi? Sécurité pour vous? Ah bah oui, c'est l'évidence. C'est l'évidence parce que c'est quand même... il y a 3 thèmes de sécurité. Il y a la sécurité culturelle. Et moi, je mépriserais pas. Enfin, c'est vraiment un mépris de grand bourgeois. Dire, mais qu'est-ce que c'est que ces pauvres gens qui s'intéressent au maintien de leur langue, au maintien de leurs mœurs, au maintien de leur mode de vie. Qu'est-ce que c'est que ces gens bizarres qui veulent épouser des femmes qui viennent d'autres pays, etc. Enfin bref, il faut laisser les indigènes entre eux. Non, je crois pas. Je crois que ça heurte profondément les Français, que les Français sont attachés à l'exogamie. Profondément. L'offensive de l'islam, évidemment. De l'islamisme, vous parliez plus. Je disais, il était 19h25. J'attendais avec impatience Nicolas Corato sur l'islam. Oui, bien sûr. Il y a donc une demande disons, il y a un problème de sécurité culturelle. C'était le terme qu'a utilisé Laurent Bouvet. Je pense qu'il avait parfaitement raison. Homme de gauche aussi. Fondateur du Printemps républicain. Exactement. Deuxièmement, il y a une demande de sécurité sociale et économique, bien sûr, de protection du niveau de vie. Et il y a évidemment une demande de sécurité tout court. Mais cette demande de sécurité tout court, pourquoi est-ce qu'elle est la plus importante? C'est pas tellement parce qu'elle est à la mode, c'est parce que, elle est battue en brèche sur le terrain d'une certaine façon, qu'il y a une montée de l'ensauvagement, et c'est pas un sentiment, c'est une réalité, et que finalement,
c'est même pas la question de la démocratie, ça va bien au-delà de la démocratie, c'est vraiment le pacte fondateur de tout État, de toute cité d'une certaine façon. Si on ne garantit, le pouvoir ne garantit pas la sûreté, eh bien plus rien n'est garanti. Et enfin, pour répondre à la question... C'est ce qui va dominer en tout cas l'élection présidentielle. J'aimerais donner c'est plus en place. Le mot de la fin en quelques mots, mon cher Nicolas. Je crois que l'élection présidentielle, elle se jouera sur le vote de ce qu'on appelle les classes populaires. Avec, à mon avis, une équation très simple. C'est est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte, une fois depuis bien des années, que les pauvres ne arrêtent de voter contre leurs propres intérêts et en soient réduits à voter contre leurs intérêts. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que soit ils ne vont plus voter, soit ils votent concrètement contre leurs intérêts, et ça pose Vous parlez vraiment du vote Rassemblement National. Mais je parle du vote Rassemblement National. Je peux même parler d'autres types de votes. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on se fait. Parce que leur intérêt, c'est d'accueillir 400 000 personnes tous les ans de plus dans leur pays. Mais là, c'est le débat sur l'immigration, chers amis. Laisse-leur définir leurs intérêts, et je t'assure, tu serais surpris de sonder les Français qui souffrent sur leurs intérêts réels. On reviendra en tout cas sur ce sujet. Vous avez le chômage. Le nombre d'émissions des Voix de la politique avant la prochaine présidentielle est suffisamment conséquent pour qu'on ait le temps d'y revenir. Merci à tous les deux. Merci. Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre « Il faut changer la classe dirigeante française » chez Plon. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Grande plaidoirie et grand procès, c'est publié chez Redium. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai toujours, puisqu'on est sur Sud Radio. On retrouve les entrepreneurs. C'est sur Sud Radio et sur Bismart dans un instant avec Stéphane Soumier.